Quand vous êtes prêt, allez-y. Bonjour, je suis Mike Weaver, chef du service de traumatologie orthopédique au Brigham and Women's Hospital, ainsi qu'au Massachusetts General Hospital. Aujourd'hui, je vais discuter des fractures distales du fémur, des options de traitement et des stratégies chirurgicales pour résoudre des cas complexes. D'abord, je vous salue de Boston. Voici Harvard, l'école de médecine au printemps, un moment idéal pour visiter. Voici les hôpitaux où je travaille. Le Brigham and Women's Hospital, à côté de l'école de médecine, et le Massachusetts General Hospital, au centre de Boston. Aujourd'hui, je vais aborder les fractures du fémur distal, en me concentrant sur les traitements chirurgicaux. Nous discuterons du verrouillage latéral, de la fixation rétrograde par clou et de nouvelles techniques devenant populaires aux États-Unis. La fixation clou-plaque et la double plaque, qui selon moi sont cruciales pour les blessures complexes. Je pense que l'une des choses importantes sur lesquelles il est crucial de se concentrer, c'est le fondement de nos principes AO. Donc lorsque vous envisagez de traiter des fractures du fémur distal, je tiens vraiment à ce que vous pensiez aux principes AO. Cela inclut la restauration de l'anatomie et surtout l'alignement correct du membre. Il est essentiel d'assurer une fixation stable de la fracture, qui ne doit pas être forcément rigide, mais qui doit être stable. Cela garantit une bonne guérison et un rétablissement optimal. Préserver l'apport sanguin pour la guérison osseuse et mobiliser tôt le membre et le patient. Les fractures distales du fémur posent un problème. Elles représentent un problème pour le patient, avec un risque élevé de morbidité et de mortalité. Le risque de complications et de non-union est élevé, et les résultats fonctionnels sont souvent médiocres. Pour les chirurgiens, elles posent aussi un problème. Il y a de nombreuses options à considérer. La réduction et la fixation de ces lésions peuvent être complexes. Et ils sont tous différents, n'est-ce pas? Il y a une grande variété de types et de modèles. Ici, aux États-Unis, beaucoup de gens se font remplacer le genou. Nous voyons donc de nombreuses fractures périprothétiques qui peuvent être difficiles à traiter. Elles sont liées à des traumatismes à haute énergie, et ces blessures présentent des défis uniques. Et puis, dans la population gériatrique avec une faible qualité osseuse, elles peuvent être assez complexes à gérer. Les défis liés au traitement incluent la complexité et la mauvaise qualité de l'os, la biologie inadéquate et la guérison difficile. Le taux de non-union des fractures du fémur distal figure parmi les plus élevés des fractures que nous réparons régulièrement. Ces fractures sont souvent particulièrement complexes chez les patients gériatriques, surtout lorsqu'il y a une obstruction de l'implant dans un os fragile. Par conséquent, il est crucial, lorsque l'on s'occupe de ces patients, de bien optimiser le choix de l'implant afin de maximiser la fixation dans un os de mauvaise qualité. Considérez les options de traitement percutané quand c'est possible pour préserver la biologie du fémur distal. Ensuite, gérer le patient dans sa globalité, surtout avec la cogestion gériatrique pour les patients âgés fragiles, est crucial. La plaque latérale est considérée comme le traitement standard, du moins aux États-Unis depuis un certain temps déjà, pour un grand nombre de ces blessures. Ces plaques ont été mises au point à la fin des années 1990 afin de permettre une fixation à angle fixe ou en porte-à-faux du fémur distal. Cela nous permet en fait de traiter efficacement la fracture du fémur distal et d'éviter l'effondrement en varus. C'était le principal problème de ces blessures avant l'apparition des plaques verrouillées, qui ont considérablement amélioré la situation. L'autre avantage est qu'ils permettent une mise en place percutanée, une méthode plus respectueuse de fixer le fémur. Plusieurs générations d'implants ont évolué depuis le système initial, devenant la norme pour de nombreuses blessures. Bien qu'il y ait un débat ici entre les cloueurs et les plaqueurs, beaucoup préfèrent maintenant la fixation par clou. Cependant, beaucoup croient encore au verrouillage latéral, une technique qu'il est bon de connaître. Les premiers rapports concernant le verrouillage du fémur distal ont montré des résultats excellents. C'était l'un des tout premiers articles. Cet article a été publié à Harvard et à l'hôpital MGH par un de mes collègues, le Dr Varus, qui a démontré un taux de complications très faible. En fait, 18 des 19 cas de fracture du fémur ont été traités avec succès. Effectivement, 18 fractures sur 19 ont guéri. Mais avec le temps, d'autres études ont commencé à être publiées et on a compris que ce type de blessure comportait toujours un risque important de non-union. Ça se rapporte à de nombreux différents aspects liés aux patients, mais aussi à notre pratique chirurgicale. Nous avons examiné en détail les divers facteurs qui influencent l'échec de l'implant et la non-union. Nous avons découvert que les facteurs liés aux patients, tels que les fractures ouvertes,
l'obésité, la présence d'une infection et possiblement l'utilisation d'acier inoxydable sont associés à un risque accru de non-union. Quand on a examiné ce que les chirurgiens peuvent contrôler, les facteurs associés à la non-union incluent l'utilisation de plaques courtes, des vis plus proximales, une densité totale de vis élevée et des vis traversant la ligne de fracture. Je crois que cela nous ramène à nos principes de base de là-haut. Lorsqu'on utilise une plaque, il est crucial d'opter pour une plaque plus longue avec une densité de vis plus faible et d'éviter que toute vis ne traverse la ligne de fracture. En effet, dans le cas d'une fracture commune, il est essentiel de créer un pont avec cette blessure. Quelques conseils. Quand vous envisagez de poser une plaque, il est crucial de la positionner aussi loin que possible pour optimiser la fixation. Surtout dans le cas d'une fracture intra-articulaire et pour des raisons de commodité. Gardez la plaque sur l'aspect antérolatéral. Je pense que beaucoup de personnes essaient de placer la plaque trop en arrière pour qu'elle soit centrée sur le fémur. Toutes ces plaques sont vraiment conçues pour se reposer sur l'aspect antérolatéral du fémur, ce qui évite une déformation en forme de crosse de hockey. Ici, vous pouvez observer que cette plaque a été positionnée un peu trop en arrière, ce qui médialise le fémur distal. Même si on peut rétablir l'alignement, cela peut entraîner une déformation du fémur. En outre, il y a un aspect qui, selon moi, est particulièrement utile pour un grand nombre de ces blessures, c'est le fait que distracteur fémoral. Cela permet vraiment de gagner en longueur. Surtout si vous traitez une personne ayant une fracture depuis quelques jours et qui commence à se raccourcir, c'est un outil extrêmement puissant pour récupérer de la longueur. En plus du distracteur fémoral, il est possible d'ajouter une troisième broche pour mieux contrôler l'alignement du plan coronal. Je vais vous montrer ce que cela donne dans un instant. Voici un exemple d'une femme de 84 ans qui a chuté dans les escaliers. Elle a une fracture comminutive intra-articulaire du fémur distal. C'est assez fréquent ici aux États-Unis, avec de nombreux patients âgés. Mon approche préférée est l'approche péripatellaire latérale. Elle était connue comme l'approche Tarpeau à la fin des années 90. C'est essentiellement une approche parapatellaire latérale, offrant une bonne vue de la surface articulaire. Elle permet de subluxer médialement la rotule pour une réduction anatomique. On voit alors l'aspect antérolatéral du condyle. Vous pouvez glisser la plaque et appliquer les vis proximales plus percutanément. Voilà à quoi cela ressemble, c'est ce qui se passe. La surface articulaire a été exposée ici, et j'ai pu la clamper et la ligaturer là. Vous remarquerez que sur la vue de l'encoche, il y a deux vis de fixation traversant l'encoche du fémur. J'évite de le faire chez les jeunes patients, mais chez les plus âgés avec un os de mauvaise qualité, c'est une excellente méthode pour une meilleure fixation, car il y a plus d'os cortical à saisir. Voici le même patient, 1 an après, guéri et en bonne santé. C'est une stratégie classique, décaler la surface articulaire pour compresser et réduire l'articulation, tout en pontant le composant métaphysaire pour permettre la cicatrisation osseuse. Voici un autre exemple d'utilisation du distracteur fémoral. Cette personne avait une fracture périprothétique avec des prothèses de genoux en place, largement déplacées, un peu dans un code postal différent. L'utilisation du distracteur fémoral et la mise en place des broches par voie percutanée contrôlent cette blessure. Je place généralement une broche dans le fémur distal, puis une dans le tibia, et j'utilise un distracteur pour la réduction. Une chose importante à garder à l'esprit est que le distracteur, même s'il présente quelques coudes, doit véritablement être positionné de manière uniplanaire si possible, afin d'éviter toute mauvaise rotation du bas membre. Ainsi, je place mes deux broches de façon coplanaire en appliquant une traction légère sur la jambe pour m'assurer que ma rotation est correcte. Et je l'ajuste ensuite à la longueur souhaitée. C'est pareil. Le distracteur a été appliqué et j'ai trop distrait, ce qui a permis de réduire la fracture. Encore une fois, c'est une réduction fermée avec le distracteur. Après réduction, j'ai relâché le distracteur pour comprimer le site de la fracture et puis placer une plaque percutanée. Vous savez, encore une fois prévisible. Guérison dans une position raisonnable ici. Pour certaines fractures complexes, vous pouvez ajouter une broche en plus. C'est un homme de 65 ans impliqué dans un accident de voiture avec une fracture comminutive et déplacée. Parfois, pour contrôler l'alignement sagittal, j'utilise une troisième broche. Elle est placée percutanément dans le segment fémoral distal. Cette pièce tend à s'étendre à cause de
la traction des muscles gastrocnémiens. Il faut donc lutter contre cela. J'utilise cette broche pour contrôler le segment distal et le positionner. Souvent, je le maintiens temporairement avec un lap et un clamp pour le fixer. Voici à quoi cela ressemble cliniquement. Vous voyez que le distracteur est en place et réduit la longueur totale du fémur distal, mais la pièce interne de Clary reste étendue. Vous pouvez tirer sur cette broche pour la replacer. C'est évidemment un autre cas, mais une fois de plus, je veux montrer cette troisième broche. Je la trouve incroyablement utile pour réduire le plan sagittal du fémur distal. Voici ce qu'elle réalise en tirant ce segment dans le bon alignement, encore une fois. C'est le même patient, dans la salle d'opération, puis guéri à nouveau. Vous traitez cela comme un pont en utilisant une technique de pont et une stabilité relative. Vous voulez donc observer ce cal exubérant à travers la diaphyse bêta pendant la guérison de la fracture. La cicatrisation pose problème avec ces plaques. Pour l'optimiser, on peut mettre en place les implants percutanément. Il est crucial de ne pas perturber le périoste médian ni le décollé de l'os. Nous sommes des jardiniers, pas des charpentiers, donc préservons la biologie osseuse. Évitez toute dissection antérieure, postérieure, surtout médiane, pour préserver l'irrigation sanguine. Il est crucial, si vous ne traitez pas la fracture par une réduction directe et anatomique, qu'aucune vis ne traverse la ligne de fracture. Cela ne ferait qu'engendrer un environnement de tension élevé, augmentant ainsi le risque de non-union. De plus, ce que nous avons découvert, c'est qu'il est préférable d'employer des plaques plus longues tout en utilisant moins de vis. Il est important de maintenir une faible densité de vis. En règle générale, il est conseillé que la moitié des trous restent vides autant que possible. Mais toutes les fractures n'ont pas besoin d'être pontées. Avec un jeune patient, un bon os et une fracture simple, on peut les remettre en place. Voici un exemple avec ce monsieur de 59 ans impliqué dans une collision automobile. C'est une fracture plus compliquée, avec une fracture de Hoffa, un élément crucial à ne pas manquer sur le côté latéral. Il a aussi une fracture sévère du plateau. Il faut aborder cela par étapes. Obtenir une réduction anatomique, fixer l'articulation avec des vis, puis construire au niveau proximal. J'aime utiliser les plaques comme outil. Pas de mal à utiliser un petit fragment ou une mini-plaque comme contrefort pour aider. Ici, elle a renforcé la fixation de la fracture de Hoffa. Une fois fixée, on se déplace proximalement, on serre et obtient une réduction anatomique des vis perpendiculairement à la fracture, puis on applique une plaque en mode neutralisation. Après 2 années, il s'est remis d'une fracture complexe du plateau tibial. Un point important ici est de mobiliser les patients avec une bonne fixation de fracture. Même avec un plâtre, il est sûr de laisser les patients supporter leur poids-taux. Si vous devez les garder au repos, évitez la charge pendant 6 semaines, puis passez à la mise en charge. Cela peut aider à guérir. Une autre bonne option pour les fractures du fémur distal est la fixation par clou rétrograde. C'est une excellente technique percutanée. Avec les nouveaux implants, il y a plus de vis polyaxiales, ce qui permet une meilleure fixation des fractures distales. Mais il faut s'inquiéter d'une fracture périprostatique. Est-ce compatible avec ces implants? Voici un exemple d'une personne ayant une fracture intra-articulaire du fémur distal, n'est-ce pas? Il y a une division sagittale à travers le genou, ce qui est fréquent, et ensuite une fracture plus typique de la diaphyse métadiaphysaire. Cette fracture a été abordée par une approche parapatellaire médiale. Ainsi, nous visualisons la surface articulaire pour une réduction anatomique. Nous posons ensuite 2 vis pour maintenir cette réduction. Il faut être attentif avec ces vis pour pouvoir placer le clou rétrograde ici. Elles ont été positionnées à l'avant et à l'arrière du futur emplacement du clou. Et puis le clou est mis en place pour maintenir la réduction de la diaphyse. Vous savez. Encore une fois, la fixation percutanée d'une fracture préserve vraiment la biologie. Et vous savez, en particulier, les fractures métadiaphysaires et diaphysaires du fémur nécessitent réellement un clou. La guérison est beaucoup plus prévisible dans cette zone avec un clou qu'avec une plaque.
Le concept d'une fixation par double implant a gagné énormément en popularité. De plus en plus de gens discutent de l'utilisation d'une combinaison de clous et de plaques pour stabiliser les fractures. Ils estiment que cela offre une fixation plus solide, permet une mise en charge plus rapide et réduit possiblement les risques de défaillance de l'implant. Cette technique a ses racines dans le passé. Jeff Mast, un chirurgien émérite, l'a déjà utilisée ici dans les années 1980. Il a rendu populaire l'idée d'utiliser une plaque intramédulaire ainsi qu'une plaque latérale pour mieux fixer la fracture. Et je crois que la fixation par plaque cloutée est simplement une variante de cette méthode. Les premières publications sur cette technique viennent de Vanderbilt. Bill Obremski et son équipe ont démontré son efficacité dans le traitement des non-unions fémorales. Donc, pour une non-union fémorale distale, c'est un traitement formidable. Et d'autres l'ont appliqué aux fractures primaires. Tous les rapports à ce sujet sont assez succincts, mais les résultats sont bons. Voici un exemple de ce qui se passe. C'est une femme de 83 ans qui est tombée sur son genou et qui a une fracture périprothétique. Habituellement, quand je fais une fixation par clou-plaque, je commence par mettre le clou pour maintenir l'alignement général, puis je construis la plaque autour. Un ou deux des implants doivent être beaucoup plus longs ou plus courts que l'autre. Souvent, le clou est plus long. Dans ce cas particulier, nous avons raccourci le clou, car il y avait une prothèse de hanche située juste au-dessus. Une fois que le clou est correctement positionné, nous pouvons installer la plaque. Il existe de nouveaux modèles d'implants qui permettent de cacher les vis de verrouillage du clou, ce qui est particulièrement avantageux et utile. Les études biomécaniques démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer les vis à la fois dans le clou et dans la plaque. Cela n'apporte aucun avantage supplémentaire. Mais certainement, avec deux implants, nous avons beaucoup plus de confiance pour permettre une mise en charge précoce, ce qui est très important pour le succès du traitement. Voici un autre exemple. Une personne de 75 ans est tombée, se blessant au genou droit. Encore une fois, on utilise un clou long, suivi d'une plaque plus courte. L'essentiel est de rétablir l'alignement du plan coronal. Dans le fémur distal, la priorité est de rétablir cet alignement. Et encore une fois, la guérison est quelque chose de prévisible. Je pense que certains de ces patients ont une union qui dépend de l'implant. Mais c'est indéniablement un outil très efficace. Je vais conclure avec une technique qui commence à gagner en popularité. Ici aussi, c'est l'idée d'utiliser une plaque médiale pour renforcer la fixation d'une plaque latérale. Il est certain que cela confère une plus grande stabilité biomécanique, mais il y a sans aucun doute un coût biologique associé à cela. Je pense que ces fractures avec un grand pic oblique médial sont idéales pour cette technique. On peut utiliser une petite plaque à fragments sur le côté médial pour renforcer et ensuite comprimer les condyles, restaurant ainsi l'anatomie du fémur distal. Pour résumer, il y a de nombreuses options différentes pour traiter les fractures du fémur distal. On peut utiliser une plaque latérale, une fixation rétrograde par clou ou une fixation combinée par clou et plaque. Chaque fois que c'est possible, il est important de considérer les options de fixation percutanée. Essayez de respecter la biologie et permettez une mise en charge précoce du patient ainsi que la mobilisation du membre. Et surtout, il est crucial de rétablir l'alignement du plan chronologique de la jambe. La première étape est essentielle. Je recommande le distracteur fémoral. C'est un outil très utile ici. Il facilite l'obtention de la longueur et rétablit l'alignement, surtout pour les fractures présentes depuis plus d'un jour ou deux, lorsque les tissus mous sont contractés ou qu'il y a des callosités précoces à gérer. Comme toujours, respectez les principes de l'AO. L'essentiel est de restaurer l'anatomie du membre, d'obtenir et de maintenir une fixation stable de la fracture, de préserver l'irrigation sanguine des fragments osseux et de permettre une mobilisation précoce du membre chez le patient. Il est crucial de veiller à ce que toutes ces étapes soient réalisées avec précision et soin pour assurer une récupération optimale du patient. Je vous remercie infiniment pour votre attention.